Belmez de la Moraleda, c'est une petite commune d'Andalousie sans histoire. La vie y suit son cours comme dans beaucoup d'autres villes d'Espagne, mais tout va changer le 23 août 1971. Ce jour-là, en effet, Maria Gómez Pereira va découvrir une forme étrange sur le sol de sa cuisine. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, sachez que nous avons récemment ouvert un Patreon de La Petite Histoire. Ça vous permet de nous soutenir dans la production de nos podcasts, l'écriture et le mixage pour 5 € par mois. En contrepartie, vous avez accès à des épisodes sans pub, en avance, et puis certaines histoires exclusives. Donc si ça vous intéresse, on vous laisse le lien en description. Allez, aujourd'hui, on prend la direction de la cuisine de Maria Gómez Pereira. C'est une auditrice, ou un auditeur d'ailleurs, qui nous a demandé cette histoire. Je dis un auditeur ou une auditrice parce que c'est quelqu'un qui ne nous a pas laissé son prénom. Mais comme l'idée de cette petite histoire est bonne, eh bien voici l'histoire des visages de Belmez. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Ah, l'Espagne et ses villages typiques. Et en voici un, Belmez, avec ses belles maisons blanches. Un village de la province de Cordoue, dans la région de l'Andalousie. Nous sommes dans le sud de l'Espagne, dans le cœur de la Sierra Morena, plus exactement dans une vallée qui s'appelle la vallée du Guadiato. Le village est un beau village dans lequel il y a un gros rocher. Et sur ce rocher se trouve un château en pierre. Belmez est célèbre pour son chorizo et pour ses anciennes mines de charbon. Ça, c'est donc pour la carte postale. Mais laissez-moi vous parler de Maria, qui fait partie des 3000 âmes qui résident dans ce village. Maria, elle vit avec son mari. Et chez Maria, il y a une jolie cuisine. Le sol de la cuisine de Maria est en ciment. Un jour, alors que Maria est en pleine préparation culinaire, elle remarque la présence d'une tache sur le ciment du sol de sa cuisine. Maria observe attentivement cette tache et elle se rend compte que la tache est en train de changer de forme. Ouais, cette tache est en train de prendre une forme très reconnaissable. Ouais, c'est bien ça. Elle regarde la tache et désormais la tache ressemble à un visage. Et ce visage présente même des contours nets, avec une expression particulière et des proportions parfaites pour un visage. Alors sur le coup, Maria est morte de peur, et elle appelle son mari pour qu'il vienne voir ce visage. Le mari se dépêche, et il entre dans la cuisine. Et lui aussi, il ne peut que constater la présence de cette tache en forme de visage. Alors, hors de question pour lui de laisser le sol dans cet état, il faut faire partir cette tache. Maria et son mari vont donc tous les deux à la recherche de tous les détergents possibles et imaginables. Et ils comptent bien faire partir cette tache horrible du sol de la cuisine. Le couple se met alors à frotter, à gratter le sol. Mais rien ne semble y faire. Ils font ça pendant des heures, mais le visage ne veut pas partir. Alors vous connaissez les ambiances de village. La voisine a vu que les fenêtres étaient grandes ouvertes pour laisser un petit peu d'air avec les détergents, alors elle est venue s'approcher pour demander ce qu'il se passait. Bon, une fois l'information en sa possession, la voisine va transmettre cette info à un autre voisin, lequel la passe à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce que l'information finisse par faire le tour du village. Et c'est désormais une grande attraction devant la maison de Maria et de son mari. Tour à tour, les villageois viennent voir ce phénomène et chacun y va de son hypothèse. Certains crient au miracle, d'autres pensent qu'il s'agit d'une apparition du diable. La situation est bien étrange et je vous avoue que Maria en a rapidement marre que sa maison soit l'attraction du village. Et puis il y a également le fils de Maria. Lui, c'est Miguel. Et Miguel, il en a ras-le-bol de voir passer les curieux. Alors il décide de casser la dalle de ciment de la cuisine et de la remplacer complètement. Miguel pense que c'est une bonne idée. La seule idée valable d'ailleurs. Ainsi le problème sera, selon lui, résolu de manière définitive et rapide. Ouais, mais non, Miguel, parce que quelques jours plus tard, alors qu'une nouvelle dalle de béton a été installée par Miguel, voilà qu'un nouveau visage se forme au même endroit. Et ce visage est aussi clair et troublant que le précédent. Et attendez, c'est pas tout. D'autres visages vont commencer à apparaître sur le sol et sur les murs de la maison.
Cet événement va marquer donc le début d'un mystère qui va rapidement sortir du village pour faire le tour du pays, attirant ainsi visiteurs, journalistes et chercheurs du paranormal. Les curieux sont désormais là, devant la maison de Maria, et chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux. Le bouche à oreille a transformé cette affaire en phénomène. La maison est désormais investie par des photographes, des prêtres, mais aussi des scientifiques ainsi que des chercheurs en parapsychologie. Alors il faut bien se rendre compte que cette affaire est extraordinaire. Extraordinaire parce que différente de bien d'autres phénomènes paranormaux. Ce qui distingue ce cas-là, c'est que les visages sont visibles de tous. Tout le monde voit la même chose sur le sol de cette foutue cuisine. Et ça, c'est pas le cas pour toutes les affaires. Désormais, les formes apparaissent et disparaissent régulièrement à différents moments de la journée. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ces visages semblent changer d'expression au fil des jours. Les jours passent et Maria, elle décide de faire payer l'entrée aux curieux. Bah ouais, pas de raison que tout le monde vienne l'embêter sans qu'il y ait une légère compensation financière. C'est à ce moment-là que la mairie va demander des analyses d'échantillons du sol. Alors on prend des bouts de cette nouvelle dalle de ciment et on envoie les échantillons à l'Institut de la céramique et du verre de Madrid. Le but étant de déterminer si ces images pourraient avoir été peintes ou gravées chimiquement. Le résultat de ces analyses ne va pas tarder à arriver. Le rapport officiel mentionne qu'aucun pigment, liant ou résine de type peinture n'a pu être détecté. Alors on fait d'autres tests. Des tests avec rayons infrarouges et spectroscopie. Et tous aboutissent à la même conclusion. Rien ne permettrait d'expliquer la formation de ces images par des moyens conventionnels. En tout cas, c'est ce qui se dit. C'est à ce moment-là que le professeur Germán de Argumosa entre en scène. Lui, c'est une figure connue du monde parapsychologique espagnol. Et Germán, il va décider d'organiser des veillées d'observation. Il va poser des magnétophones dans toute la maison et surtout dans la cuisine, histoire d'enregistrer des bruits. Et en effet, les enregistrements font état de voix, de murmures. Certaines de ces voix semblent prononcer des noms. D'autres exprimeraient des douleurs, des regrets et même des demandes d'aide. Le chercheur allemand Hans Bender, qui fait partie de l'Institut de parapsychologie de Fribourg, décide alors de venir lui aussi visiter Belmez. Et finalement, ce chercheur allemand, ainsi que le chercheur espagnol, commencent tous deux à évoquer la possibilité d'un phénomène psychokinétique spontané récurrent. Leur théorie est la suivante. Maria serait peut-être une médium involontaire, dont l'inconscient aurait imprimé dans la matière son angoisse, sa foi, ainsi que ses énergies psychiques. Bon, ça c'est pour le côté paranormal. Et de l'autre côté, il y a le côté plus pragmatique. On cherche toujours à donner une explication rationnelle à ces phénomènes. L'intensité et la localisation précise des visages, tous concentrés dans une même pièce, conduisent donc les autorités locales à mener des fouilles archéologiques sous la maison. Et ce qu'ils vont découvrir est tout simplement glaçant. Les autorités se mettent donc à creuser sous la maison pour analyser le terrain sur lequel a été installée la maison et on finit par retrouver des choses incroyables. Plusieurs ossements humains sont trouvés. Des ossements en partie désarticulés et décapités. Les premières analyses semblent indiquer que ces ossements reposent là depuis des siècles. Parmi ces ossements, on va identifier 2 squelettes sans crâne, accompagnés de fragments osseux de plusieurs autres individus dont les origines remonteraient au Moyen-Âge. En fait, le lieu semble avoir été un ancien cimetière clandestin. C'est ce qui se dit. Alors ces découvertes relancent l'hypothèse d'un phénomène lié à des âmes errantes. Le fait que les visages aient des traits torturés ou souffrants, parfois à peine humains, va alimenter l'idée d'un appel à la reconnaissance ou à la réhabilitation spirituelle de ces âmes oubliées. Très vite, les médias nationaux s'emparent du sujet, évidemment, au fur et à mesure que les articles sortent et que le phénomène gagne en popularité, de nouvelles théories vont naître. Cette fois, des théories plus terre-à-terre, avec des journalistes et des scientifiques qui commencent à accuser la famille Pereira de fraude élaborée, profitant de l'aura du mystère pour gagner de l'argent avec les visites de la maison qui sont organisées.
Certains articles vont même affirmer que les visages pourraient avoir été dessinés à l'aide de nitrate d'argent, d'acide ou de produits photographiques. Bon, aucune preuve directe n'a jamais été produite et malgré des tentatives de reconstitution, personne n'est parvenu à reproduire à l'identique les visages de Belmez avec leurs expressions étrangement dynamiques. Mais toujours est-il que de plus en plus de voix se font entendre pour élaborer cette théorie. D'autant que certains de ces visages apparaissent ou disparaissent en quelques heures, même sous surveillance constante, rendant la manipulation extrêmement difficile. Alors que certains journalistes mettent en avant des motifs financiers qui seraient l'explication de ces apparitions, d'autres, des défenseurs du phénomène, commencent à rappeler que Maria n'a jamais voulu tirer profit de cette histoire, refusant même parfois de laisser entrer des curieux ou des journalistes. Visiblement, elle-même, Maria, bouleversée et mal à l'aise avec cette notoriété soudaine. Bon, tout ça va durer longtemps, jusqu'en février 2004. Et à ce moment-là, Maria est assez âgée, puisqu'elle a 85 ans, et elle va mourir. Avec elle, elle va emporter le secret de cette histoire. Elle emportera également les visages, puisque les apparitions de visages vont cesser le jour de sa mort. Ouais, à partir de là, plus rien. Plus rien pendant un moment, jusqu'à ce que finalement d'autres visages finissent par réapparaître. Ceux-là ont des traits plus grossiers, très grossiers même. Ça ressemble clairement à des peintures naïves, faites éventuellement par quelqu'un qui voudrait surfer sur le phénomène original. Alors pour les critiques, ça va signer la fin de la légende et ça va venir prouver que tout n'était finalement qu'un canular familial. Alors récemment, il y a un podcasteur américain qui abonde un petit peu dans cette hypothèse. Il s'appelle Brian Dunning et il a donné son point de vue sur ce sujet. Et du coup, ça a à nouveau fait parler beaucoup de monde. Selon lui, ces visages étaient en effet des faux, des visages qui avaient été créés intentionnellement par la propriétaire elle-même, Maria, dans le but de tirer profit de la curiosité publique. Dunning explique que les premières images ont en fait été réalisées à la peinture, puis il dit que d'autres visages auraient été produits à l'aide d'acide, une technique qui permettrait de faire apparaître des motifs sur le béton. Il dit même que les résultats des analyses démontreraient l'utilisation de substances chimiques, ce qui confirmerait la supercherie. Bon, on n'a pas le fin mot de l'histoire. En tout cas, aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui continuent de croire en ce phénomène, puisque les preuves scientifiques divergent à ce sujet. Alors, selon vous, canular ou réel phénomène paranormaux ? Dites-le nous, on attend vos commentaires, notamment sur Spotify, appli sur laquelle vous pouvez nous laisser des messages. Et merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.